Donc, nous recevons ce soir Brian Murgas, qui nous fera donc une présentation intitulée Le monde miniature des cristaux. Donc, on est sur le festival Les Maths dans tous leurs états, la 5e édition, et va se dérouler du 5 au 29 mars. Et vous avez donc tous les soirs, vers 18h, 18h30, différentes conférences en lien avec la chasse au trésor. Donc, je propose à Brian de commencer sa conférence. Ok, bon, merci beaucoup. Bon, je vais me présenter. Je suis doctorant de l'école des mines et actuellement je suis à Sofia, Antipolis, à la Côte d'Azur. Là, je travaille sur la métallurgie numérique. Et mes travaux de recherche sont. Je fais des études de traitement thermique sur les aciers inoxydables. Ce que mais mon domaine d'étude de recherche, c'est les modèles multi-échelles. Et du coup, c'est l'étude un peu des mécanismes de formation et aussi des mouvements des cristaux à différentes échelles, de l'échelle nanométrique à mésoscopique. Et voilà, du coup, je vais commencer. J'ai choisi le monde miniature des cristaux parce que je voulais donner un peu une base de qu'est-ce que c'est la cristallographie, les minéraux, un peu d'histoire et montrer un peu tout ce qu'on fait les chercheurs français parce que disons que la minéralogie a été, les bases de la minéralogie ont été faites en France plutôt, c'est en France et en Allemagne. Et après, je vais présenter le rôle de la métallurgie en l'avenir parce que c'est en ce moment, on a une grande influence de la production de métaux sur la production de CO2. Et finalement, je vais montrer un peu la recherche que je fais, que c'est la mobilité des joints de grains, des cristaux. Et bon, du coup, la métallurgie, la minéralogie, elle est là depuis très longtemps parce qu'on sait bien que notre ancêtres, ils ont commencé à utiliser des outils en pierre et après ils ont passé aux métaux. Et du coup, ils datent euh, les premiers documents qu'on peut trouver, ils datent le 19e siècle, du 16e siècle, pardon. Et du coup, la minéralogie, elle peut être divisée avant et après la découverte de diffraction des rayons X. Et, ceci, il a été utilisé en minéralogie par Laue. Et disons que les elle peut être divisée entre l'avant et l'après, parce que c'est vraiment la diffraction des rayons X qui a changé un peu le domaine de recherche et a fait que la cristallographie soit en elle-même une branche, un domaine de recherche très, très grand. Et je vais commencer un peu d'histoire. Disons que les premières pistes de minéralogie qui ont été trouvées, ils ont été faites par Théoprastus, c'est un philosophe grec, et aussi par Plinius. Il date à peu près de la date de Jésus-Christ. Et après, il y a Georgius Agricola, il était un chercheur allemand et il a publié Der Metallica, qui c'est un des premiers œuvres de métallurgie. Et il donne la naissance à la minéralogie. Et après, il y a Niels Stensen, ou Nicolas Steno, qui est un chercheur néerlandais et qui a aussi qui a fait une dissertation assez énorme de la métallurgie. Il a fait plein de choses avec Romée de Lisle, qui c'est un minéralogiste français. Romée de Lisle, il fait partie des trois grands minéralogistes français qui ont donné les bases mathématiques de recherche en minéralogie. Et lui, il
il a utilisé ce qu'on appelle avec un goniomètre pour faire des mesures, plein de mesures avec des cristaux qu'il trouvait dans la nature. Ce sont trois cristaux qu'il a caractérisés. Et celui-là, c'est un autre. Et du coup, ce qu'il faisait, c'est juste de mesurer les angles entre les surfaces des cristaux. Et il a créé une loi qui est toujours valable parce que c'était une loi qu'ils ont fait même juste à la vue, mais c'est une loi qui était assez robuste à l'époque. Et après, il y a René Hawi, qui est connu comme le père de la cristallographie. Bon, il a écrit le traité de la minéralogie. Et il a créé un concept qui s'appelle la molécule intégrante. C'est un concept qui a été très, bon, pour moi, c'est un concept très grand pour l'époque parce qu'il a dit que les cristaux, ils étaient formés d'un empilement ou d'une répétition de petits cristaux. Et il les a appelés la molécule intégrante. Et ceci, il l'a fait juste en regardant la calcite. Et bon, il a inventé autre chose comme l'électroscope et aussi, il a donné les premières approches mathématiques de la minéralogie. Du coup, à l'année 1839, il y a Miller qui a aussi donné des bases mathématiques très fortes qui sont toujours utilisées en cristallographie. Et c'est les indices il y a des indices qui sont très connus qui s'appellent les indices de Miller qui décrivent les plans de cristalgraphique. Et après, il y a bon, John Jacob et Darmitz Sherlich qui se ont posé la question de la relation entre la cristallographie et la composition chimique des matériaux. Du coup, ils ont découvert que pour la même composition chimique, il peut y avoir deux types de cristaux différents. Et c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Du coup, ils ont commencé à faire des débats et disons qu'à l'époque, ils étaient un peu arrêtés à cause des moyens techniques, parce que la plupart des choses, ils le faisaient juste avec la roue et quelques instruments optiques qui n'étaient pas assez puissants comme ce qu'on a aujourd'hui. Et au 19e siècle, c'est vraiment là où on a découvert les bases mathématiques et physiques de la cristallographie. Et c'est là où rentre Auguste Brouet, qui était physicien minéralogiste aussi. Et il introduit les réseaux de Brouet, ils sont 14 réseaux qui représentent la distribution atomique d'un cristal. Du coup, le concept qu'il a donné, c'est qu'on peut utiliser chaque réseau et on peut construire tous les cristaux qu'on peut trouver dans la nature. Et ça, on le fait juste avec des opérations de translation. Du coup, c'est les 14 réseaux qu'on utilise toujours pour décrire les cristaux. Et ceci, il est aussi lié au même concept de la molécule intégrante qui a été introduit oui. Et du coup, ça c'est un exemple d'un réseau qu'on peut trouver. Et voilà, du coup, un cristaux, c'est juste la répétition de petites coupes comme celui-là ou d'autres formes géométriques. Et comme je vous ai dit, les rayons X, c'est vraiment l'outil qui a développé la minéralogie. Et les rayons X, ils ont été trouvés par Röntgen, c'est un chercheur allemand. Et bon, ça, c'est juste une photo des premières images à rayons X qui ont été faites. Ils ont été faits par lui. Et du coup, il y a des chercheurs qui se sont posé la question s'ils pouvaient utiliser ce même outil ou ces mêmes techniques pour les cristaux, pour les matériaux. Du coup, il y a Laue
qui a décidé d'utiliser ceci pour les cristaux. Et ce qu'il a trouvé, c'était assez particulier parce que quand on a un matériau cristallin, vu qu'on a une répétition de mailles, des atomes ou molécules, et ce fait que les rayons X, vu qu'ils ont des interactions élastiques, ils nous donnent des, des images assez particulières qui donnent une information cristallographique. Du coup, on a passé des techniques complètement optiques à des techniques très, très poussées qui peuvent nous donner beaucoup d'informations cristallographiques et chimiques. Et là, c'est juste un exemple de ce qu'on peut avoir comme un rayon X. Et tout ce type de choses, la minéralogie, on peut la trouver partout. Dans la nature, il y a plein d'exemples. Ceci, c'est juste une roche qui a été formée. Et on peut voir qu'il y a des cristaux qui sont allongés dans l'axe vertical. Mais aussi, il y a plein d'artistes qui se sont inspirés de ce type de géométrie, de ce type de phénomène. Et ça, c'est juste un exemple de George Braque, qui était un des artistes qui utilisait beaucoup le style cubiste. Et du coup, là, avant le cubisme, il y avait le proto-cubisme, et du coup, ils utilisaient un peu les mêmes géométries qu'on trouvait dans les cristaux. Et d'autres exemples, c'est les métaux. Bon, les métaux, ils sont aussi des matériaux cristallins, mais du coup, c'est un matériau cristallin à plusieurs phases. Et cette image, c'est une image que j'ai prise avec des techniques OBSD. C'est aussi des diffractions, mais avec des électrons. Et ce qu'on voit, c'est juste un contraste qui est dû à l'orientation de chaque cristaux. En blanc, on a juste des joints de rein qui divisent deux cristaux avec des orientations différentes. Et voilà, du coup, c'est la cristallographie, elle nous a permis de caractériser ou nous donner des outils très, très puissants. Et ces outils-là, ils sont utilisés même pour caractériser, ils ont été utilisés même pour caractériser l'ADN, les vitamines, les protéines, des matériaux organiques et inorganiques. Et du coup, on se demande toujours de quel est l'avenir de ce domaine-là et comment il affecte l'environnement. C'est une des questions très importantes en ce moment parce que on, a, on est un peu on sait bien que les émissions de CO2 elles sont très élevées et la métallurgie elle joue un rôle très important. Et c'est que depuis très longtemps, on ne se demandait pas comment on allait changer les, bon, quel était l'effet de la métallurgie dans, dans l'avenir. Et du coup, quelques données, juste pour donner quelques données, c'est que, par exemple, le 8% de l'énergie consommée dans le monde, elle est due à la production de métaux. Et d'autre part, le 30% de l'émission de CO2, c'est de l'émission industrielle de CO2, elle est due à la production de métaux aussi. Et bon, une des questions très importantes, c'est comment on pourrait changer ça, comment les chercheurs on peut utiliser nos outils numériques ou nos outils techniques pour réduire ça, parce qu'on sait bien que ceci affecte aussi la température de l'océan, de l'air, de tout le monde. Et du coup, si on va vers une métallurgie durable, il y a plein des axes qu'on peut toucher. C'est la réduction du CO2, on peut le faire par plusieurs moyens. On peut utiliser juste de recyclage, comme ça on peut réduire l'exploitation de nouveaux minéraux et aussi les détruire en
on évitera de détruire des, des écosystèmes qui sont très importants. On peut utiliser aussi des procédés de fabrication plus performants ou vu que les métaux ils sont utilisés dans la plupart des moyens de transport, on cherche à réduire le poids des matériaux pour réduire un peu la consommation d'essence. Disons que il y a un peu de choses qu'on peut faire directement et indirectement, mais le plus important, c'est que les matériaux ils sont utilisés dans toute la phase dans toutes les étapes de transformation énergétique. Si on extrait du pétrole, on doit utiliser des matériaux qui sont résistants à la corrosion. Si on produit l'électricité avec non, je sais pas, l'énergie nucléaire ou autre, on utilise aussi des matériaux qui sont très résistants à haute température. Et du coup, dans toutes les étapes où on trouve de l'énergie, on trouve des matériaux. Du coup, on cherche à avoir des matériaux très performants. Et disons que c'est un des objectifs de la métallurgie et de la cristallographie. Cool. Ceci, c'est le rôle des ingénieurs, des scientifiques, c'est de trouver de nouvelles méthodes, de matériaux, de technologies de fabrication. Mais aussi, il y a aussi un rôle de la société, on a aussi des lois, des impôts dus à l'utilisation de nouvelles méthodes ou pour les entreprises qui utilisent ou qui fabriquent des matériaux qui sont amicaux avec l'environnement. Mais tout ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a aussi des facteurs technologiques. Il n'y a pas tous les pays qui ont la capacité de développer des technologies pour créer ou innover ce type de matériaux. Et des facteurs économiques parce que peut-être que juste la création des matériaux qui sont plus performants ou qui n'affectent pas beaucoup l'environnement, ils peuvent être plus chers. Des aspects sociaux parce on voit aussi que par exemple, la production de voitures, elle est de plus en plus élevée. Aussi comme la production de nouveaux téléphones portables qui consomment beaucoup de matériaux, de matériaux très riches. Et, du coup, pour analyser tout ça, on utilise des analyses de cycle de vie et c'est juste disons que ça c'est juste une évaluation pour savoir quel matériau ou quel procédé on pourra utiliser pour créer un certain produit. Du coup, on a toujours pour du cycle de vie d'un matériau. On a juste on a, je sais pas, on a l'exploitation des ressources naturelles. On a la production du matériel parce que là, c'est là où on produit des lingots ou des matériaux laminés. Après, on va fabriquer les produits. On utilise les produits et finalement, on laisse les produits pour les réutiliser ou juste pour les, les isoler. Et dans chaque étape, on a des émissions de CO2, on a des matériaux qui ne pourront pas être utiles après chaque étape. Et du coup, c'est juste une évaluation qu'on fait. Et, par exemple, là, je vous montre un exemple d'une analyse de cycle d'une canette. Par exemple, les canettes, elles sont faites en aluminium et elles ont un taux de recyclage assez élevé parce que c'est à peu près 75%. Et par exemple, on utilise dans le monde, on fabrique 6400 canettes par seconde. Du coup, c'est- en fait, c'est une quantité très élevée, mais pour faire ça,
on utilise plein de ressources énergétiques et naturelles. Par exemple, on utilise beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité. Et, et, par exemple, pour ce type de produits, même si si on fait on a un taux de recyclage assez élevé, on utilise beaucoup d'eau et à peu près on utilise 5,6 piscines olympiques par minute pour produire toute cette quantité de canettes. Et du coup, l'analyse de cycle de vie nous permet de savoir quels sont les produits qui sont vraiment qui produisent le moins, qui consomment le moins et qui nous donnent disons, qui utilisent le moins d'énergie. Et finalement, juste pour donner vraiment des chiffres exacts, par exemple, entre 1995 et 2015, on a augmenté la quantité, le taux d'émission de CO2. Et bon, cette augmentation, elle est due d'une part parce que la population a augmenté dans le monde, mais aussi parce que c'est pour ça que on utilise beaucoup plus de ressources. En fait, c'est ça. Et, par exemple, tout ça, on pourra le réduire avec des technologies assez directes. Et, par exemple, la production de métaux, ça produit 4,8 gigatonnes de CO2 par année. Du coup, c'est juste 2,1 tonnes de CO2 c'est produit dans les hauts fourneaux, que c'est là où on va produire les métaux. Et juste le fait de changer les technologies, ça pourrait même diminuer presque la moitié des émissions de CO2. Et du coup, c'est ce type de changement qu'on étudie, qu'on analyse dans les laboratoires et qu'on propose. Du coup, c'est les changements nécessaires qu'on pourra utiliser, c'est ça, c'est des procédés plus écologiques qui nous permettront de réduire le CO2. Là, j'ai mis réduction de CO2, c'est un peu redondant, mais en fait, pour produire l'acier, on utilise aussi le carbone qui produit le CO2. Du coup, il est un peu nécessaire aussi dans le procédé. Et on peut faire l'électrification du transport et de l'industrie pour pouvoir insérer d'autres moyens de production d'énergie, tels que les éoliens ou des panneaux solaires. Et aussi la digitalisation de l'industrie. En fait, avec la digitalisation de l'industrie, on réduit beaucoup on augmente beaucoup l'efficacité des procédés de recyclage. Et, mais malheureusement, ça c'est le facteur culturel qu'on trouve qui est opposé à ce qu'on veut. Et c'est le cas que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'augmentation de création de voitures ou de téléphones. Et du coup, c'est un peu c'est un peu opposé à ce qu'on cherche. Et le problème, c'est que à chaque fois qu'on a besoin de créer un produit, on utilise de plus en plus de matières primes parce que pas tous les métaux sont recyclables. Et ça veut dire qu'on fait plus d'exploitation, on met en danger les travailleurs, on fait plus de dégâts naturels. Et je dis ça parce que, par exemple, il y a 2 années, à Minas Gerais et à Pologne ou à Cracovie, je ne me souviens plus, désolé, il y a eu des dégâts dans une des mines. Et du coup, c'est aussi des vies qu'on joue, qu'on était perdu. Et bon, c'est juste un aspect un peu éthique. Et le recyclage des aciers ou des métaux, il peut être aussi illustré avec des diagrammes de Sankey. Et celui-là, ce qu'il montre, c'est l'épaisseur de chaque ligne. C'est la masse, la quantité de masse qu'on obtient.
Du coup, dans la mine, on a une quantité de masse, il y a une quantité juste de masse qui est perdue à cause de l'extraction, de méthodes d'extraction. Et à chaque étape, il y a un peu une perte de matière. Et en fait, cette matière-là, elle est plus utilisée, celle qui est en haut. Et après, en bas, on a la matière qui peut être réutilisée. Pour les aciers, ils sont assez réutilisables. Et du coup, disons que c'est un matériau qui est très utilisé aussi parce qu'on peut introduire des morceaux d'acier qui sont déjà, qui ne sont plus utilisés dans une étape assez, dans une étape assez proche avant la production des métaux, du métal en vrai. Et, autre cas, c'est l'aluminium. L'aluminium, c'est un des matériaux qui a été très utilisé dernièrement parce que son taux de recyclage est très, très élevé. Et il est à peu près à 30% de la quantité d'aluminium qu'on peut utiliser. Et un autre avantage de ce matériau, c'est qu'il est utilisé en plein de domaines. C'est-à-dire qu'en haut, vous voyez, il est utilisé dans les bâtiments, dans l'industrie, dans le transport. Et disons que l'acier ou le titanium, ils sont utilisés plutôt juste pour les constructions des bâtiments ou aussi notamment pour le cas du titanium, il est utilisé pour les pièces des moteurs d'avion parce qu'ils sont résistants à la température très élevée. Et une des questions qu'on se pose beaucoup, c'est les matériaux d'aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas changé dès qu'on les connaît. En fait, les aciers qu'on trouve aujourd'hui, ils ont pas beaucoup changé par rapport aux aciers qu'on utilisait en 19e siècle. Et celui-là, cette graphique-là, il montre juste un alliage d'aluminium. Et de gauche à droite, vous voyez que les sphères, c'est juste des matériaux additionnels qui ont un pourcentage de masse très, très faible. Et à chaque fois qu'on rajoute un matériau, les propriétés mécaniques, les propriétés, elle va augmenter. Mais ceci, il dépend aussi des traitements thermiques qu'on a utilisés pour rajouter le matériau ou l'état initial de la matière. Et en ce moment-là, il y a plein de questions là-dessus parce que on a introduit des alliages qui sont hautement entropiques. Ça veut dire qu'on utilise la matière de base, qui c'est l'aluminium, et on rajoute beaucoup plus de pourcentage d'autres matériaux pour savoir si on peut obtenir des meilleures propriétés mécaniques, des matériaux plus recyclables, parce que le problème, c'est que nous, on a créé pendant très longtemps des matériaux qui ne sont pas complètement recyclables. Et si on veut commencer à recycler et réutiliser tous ces matériaux, il faut qu'on trouve des matériaux qui peuvent accepter tout la plupart de matériaux qui ont été créés avant. Et bon, ça, c'est un domaine de recherche assez compliqué, assez complexe. Et bon, c'est une des solutions qu'on peut utiliser pour réduire les émissions de CO2. Il y a aussi que c'est le urban mining, que c'est l'utilisation juste de la récupération des métaux qu'on a dans les appareils, les téléphones, je sais pas, les ordinateurs, tout ça, parce qu'il y a une grande partie des matériaux qui ne sont pas réutilisés, qui pourraient être facilement réutilisables, comme vous savez que dans les téléphones et dans tout ce type de dispositifs, il y a beaucoup d'or ou des matériaux assez riches.
Et des solutions, c'est aussi de faire des constructions avec des petits assemblages, des choses qu'on peut démonter et monter plus facilement pour récupérer les pièces, pour pouvoir récupérer les matériaux facilement. Autre chose, c'est le vieillissement des matériaux. En fait, les matériaux, c'est comme nous, ils vieillissent aussi. Et au bout de dizaines d'années, centaines d'années, ils commencent à perdre leurs propriétés mécaniques, ils commencent à avoir des changements de phase un peu dus à l'environnement, au soleil, à la pluie, des choses comme ça, à la corrosion. Et du coup, c'est un matériau qui doit être changé fréquemment et qui, au cours du temps, il change les propriétés mécaniques. Et du coup, c'est les matériaux c'est un domaine très compliqué. Bon, c'est pas très compliqué, mais c'est un domaine très riche. Et c'est un domaine qui a une influence assez élevée dans le monde. Et aussi, pour toutes les applications qu'on a, il y a toujours un matériau qui doit être utilisé. Et ça, c'est disons, la question de comment caractériser les matériaux et comment connaître ses propriétés, quels sont les procédés qu'on doit utiliser. Et tout ça, c'est lié. En fait, si on a une structure, une microstructure, c'est juste un arrangement de cristaux qu'on a dans un matériau. Et ça va nous donner des propriétés. Et en fait, tout ça, c'est aussi lié au procédé qu'on a. Et du coup, la qualité, la caractérisation, elle dépend beaucoup de la performance de la technique qu'on utilise. Et, par exemple, aujourd'hui, on a des méthodes très, très puissantes qui nous aident à regarder les matériaux, à analyser les matériaux à une échelle très fine. Et, mais c'est pour ça que même si on a des techniques très, très puissantes, on utilise aussi les modèles mathématiques et les modèles numériques. Et il y a un domaine de recherche, c'est le domaine dont je travaille, c'est le multi-scale model, c'est le modèle multi-échelle. Et du coup, il s'agit de jouer de parcourir un peu les différentes échelles d'un matériau, de l'échelle méso à l'échelle nano. Et c'est comme ça qu'on étudie vraiment les matériaux et c'est comme ça qu'on le comprend. Et du coup, c'est là où joue un rôle très important la cristallographie et aussi toute la physique qu'il y a derrière, les changements de phase, la déformation de tous ces cristaux parce qu'ils ont des types de formations assez particulières. Et par exemple, moi, ce que je fais, c'est juste l'étude de la mobilité des joints. Les joints, c'est juste la frontière entre deux cristaux. Et je fais partie d'un groupe qui s'appelle Digimon. Et c'est juste un groupe qui fait partie du laboratoire de CMF. CMF, et c'est une chaire industrielle. En fait, on travaille directement avec les industries. Et notre objectif, c'est ça, c'est de prédire une microstructure en fonction d'un procédé mécanique. Du coup, on a plein de phénomènes physiques. On a la croissance des grains, on a de recristallisation, ça veut dire qu'au cours d'une déformation, on a des nouveaux cristaux qui apparaissent dans la microstructure. Et on utilise des méthodes mathématiques qui s'appellent les level 7. C'est juste des fonctions de distance qui nous aident à décrire les matériaux en cristaux d'une manière soit statistique ou on peut utiliser aussi des données expérimentales. Et par exemple, les méthodes d'aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes à décrire des problèmes complexes et locaux. Par exemple, là, c'est juste un exemple d'un acier. À gauche, c'est l'état initial de la microstructure. Ça veut dire que les cristaux ils sont arrangés de cette manière-là, avec une orientation un peu aléatoire. Et quand on le chauffe, il y a juste quelques cristaux qui croîtent.
Et c'est ce type de choses qu'on étudie et c'est ce type de choses aussi qui changent beaucoup les propriétés d'un matériau. Et les méthodes qu'on utilise à Yumu, ils nous permettent d'écrire l'évolution des microstructures. Et, sauf que il y a toujours un peu des difficultés derrière. Et, par exemple, quand on a deux cristaux, on a le joint des reins, il est écrit dans un espace qui est assez particulier parce que c'est un espace qui est écrit par une mise orientation. Ça veut dire que c'est juste une relation entre le cristal, entre le grain ou le cristal G1 et le cristal G2. Et cette orientation, elle est dans un espace 3D, c'est juste un changement de repère, mais elle est aussi écrite par une normale à la surface. Et toutes les propriétés de ce jeu-là, elles sont décrites par ça, par une mise orientation, qui est une rotation en 3D et une normale. Ça veut dire que c'est un espace de 5 dimensions, en fait, le joint des grains. Et nous, on doit décrire les propriétés d'un joint des grains dans un espace de 5 dimensions et le représenter dans un espace scalaire. Donc, disons que mathématiquement, ça commence à être un peu plus complexe. Et on voit que les propriétés elles ont aussi une dépendance très forte à la mise orientation et que c'est la variable M. Et on peut avoir des changements assez brutaux en fonction d'une normale ou autre. C'est la figure que je vous montre à droite. Et ce type de problème, de caractéristiques, on l'a aussi avec la mobilité. Et la mobilité, elle est écrite dans un espace de 5 dimensions, l'espace de Johann-Diagramme, mais elle est aussi fonction de la température, parce elle change la structure du Johann-Diagramme, elle peut changer en fonction de la température. Ça veut dire qu'on on a aussi le phénomène de polymorphisme. Ça veut dire que pour une température, on peut avoir différents types de Johann-Diagramme. Et ceci fait qu'on trouve des joints de grains qui sont thermiquement activés ou ils sont simplement amovibles, elles ne bougent pas quand on les chauffe. Et du coup, c'est un peu près les difficultés qu'on trouve pour décrire le mouvement d'un cristal, d'un polycristal dans ce cas-là. Et ce que je fais, c'est lier un peu les deux choses, la partie expérimentale, ça veut dire que je fais des cartographies d'un métaux réel. Cette image-là, elle montre un peu les étapes que je fais pour, pour passer des données expérimentales aux données numériques et faire des simulations. Du coup, la première partie de l'image à gauche, elle décrit juste les bandes de contraste. C'est un paramètre qui d'intensité d'un facteur, d'une variable qu'on appelle des bandes de Kikuchi. Et elle décrit juste l'orientation de chaque cristaux. Et la deuxième partie de l'image, c'est l'orientation juste colorée. Et après, j'utilise tous ces données-là pour créer des champs de distance, d'orientation et ensuite avec des fonctions mathématiques, créer les champs de propriétés géométriques. Et c'est avec ça que, bon, là je vous montre en détail chaque image. Et du coup, ça, c'est la partie numérique, la partie expérimentale que j'obtiens avec des techniques OSD qui sont aussi des techniques de diffraction. Et, et ensuite, je fais la reconstruction d'une microstructure numérique et je fais la description des jaunes errants. Et avec ça, c'est avec ça que je peux décrire le mouvement d'un jaune de microstructure et c'est avec ça qu'on caractérise les métaux. Et du coup, ceci, c'est très important. Par exemple, on travaille avec plusieurs industries, et notamment avec ArcelorMittal ou Safran.
oui, il s'en sert de ces outils-là pour faire des prédictions de taille des grains et ensuite faire des prédictions des propriétés mécaniques. Et l'avantage, c'est qu'on peut utiliser des traitements thermiques ou traitements thermomécaniques et plus efficaces énergétiquement et pour obtenir des matériaux que les matériaux qu'on veut, les propriétés des matériaux qu'on veut. Et voilà un exemple d'une simulation. En bleu, c'est juste on trouve les joints d'airain qui sont, je vais le répéter, qui sont énergétiquement, qui ont une énergie plus faible. Et en orange, on a des joints d'airain avec une énergie très élevée. Et bon, c'était juste pour vous montrer un exemple. Et voilà, j'ai fini la présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci, Brian. Avez-vous des questions? N'hésitez pas, hein, on attend vos questions. Bon, bonsoir, merci pour cette présentation. Au début de la présentation, tu as dit qu'il y avait 14 structures pour les cristaux. Allô? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, ça s'est coupé un peu, mais ça va. Oui. C'est bon. Au début de la présentation, vous avez dit qu'il y avait 14 structures pour les cristaux. Oui. Comment on a pu montrer qu'il n'y en avait pas d'autres Et bon, ça c'est. En fait, tous les cristaux, ils ont c'est pas des types de cristaux, mais c'est plutôt on a un type de cristaux qui s'appelle des familles cristallines, mais on peut caractériser toutes les familles cristallines avec des. Je vais juste revenir en arrière. Là, en fait, on peut écrire tous les cristaux avec ce type de géométrie. Et, et ce type de géométrie, en fait, il y a juste 14 parce que ils sont des symétries. En fait, ils sont des symétries de translation, de rotation, et c'est des symétries de miroir, tout ça. Et, et en fait, on peut juste diviser les 7 familles cristallines, on peut juste caractériser les 7 familles cristallines avec ce type de géométrie qui est un peu plus simple. Mais c'est ça, en fait, c'est un peu de théorie des groupes, des choses comme ça qu'on peut utiliser pour faire la description des cristaux. Je ne sais pas si c'est clair. Allô? Est-ce que c'est clair, Pascal? Avez-vous d'autres questions? Ah, il ne peut pas parler, mais moi, je vais tout. Oui, merci pour ces précisions. Et j'avais une autre question de néophyte. Vous avez montré des petits cristaux et des gros cristaux. Et je me posais la question, comment ça se fait que la même structure ait été préservée à petite échelle et à grande échelle, en fait? Et dans quelle partie? Désolé, j'ai pas Vous aviez montré une photo d'Islande avec des tubes de basalte ou des choses comme ça, je ne sais pas, là, sur la plage. Ah, ok, je vois, oui. Celle-là? Celle-là, oui, très bien. Oui. Oui, non, en fait, ça, c'est juste bon, en fait, avec le temps, ça commence à tomber, mais c'est juste des formations naturelles, mais pour savoir s'il y a une qui est plus courte ou plus longue,
Je sais pas, je pense que c'est juste des parties qui sont cassées parce que si vous regardez là, celles qui sont en, en bas à gauche, elles sont pas très bien formées. Mais normalement, oui, normalement, ce type de structures, initialement, elles sont à peu près la même géométrie. C'est juste que je pourrais dire qu'elles sont un peu cassées parce que si vous voyez l'angle par exemple, là, il y a à gauche, en bas, il y a une qui a à peu près un angle 45 degrés. Bon, je ne sais pas 45, mais ça veut dire que c'est juste un plein où elle peut être cassée facilement. Et, mais, mais oui, en vrai, je trouve pas une, je veux pas dire de bêtises, mais je trouve pas une autre raison pour qu'elle soit. Il y a des parties qui sont plus courtes. D'accord, mais ça, on appelle ça quand même des cristaux. Oui, Ça oui, rentre dans oui. la catégorie des cristaux, Oui, ça. oui, 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 c'est tout à fait. Tout à fait, oui. C'est juste des cristaux, mais oui, c'est juste des roches en fait, parce qu'on peut caractériser. Bon, les roches, elles sont aussi, pas toutes les roches, mais la plupart des roches, elles sont cristallines. Sauf qu'elles ont des familles cristallines un peu plus complexes. Mais oui, elles peuvent être caractérisées comme des cristaux. Même la glace, quoi d'autre, les céramiques. Il y a une grande partie de céramique qui peut être aussi caractérisée comme un cristaux, même il y a des céramiques qui sont semi-cristallines ou amorphes. Mais oui, les roches aussi, elles peuvent être définies comme un cristaux. Ok. Et j'avais une autre question sur est-ce qu'il y a des propriétés mathématiques qui font que certains aciers sont plus solides que d'autres ou c'est pas du tout lié aux mathématiques? Et solide, vous voulez dire quoi avec solide? Ben, qu'ils peuvent se casser moins facilement ou déformer moins facilement. Oui, bon, en fait, ça c'est une question très, très importante parce que, par exemple, là, sur cette figure-là, si vous voyez, parfois, il y a des cristaux. Les joints de grains normales elles sont dessinées en blanc. Et à l'intérieur de certains cristaux, vous voyez qu'il y a des joints qui ne sont pas avec la couleur blanche. Je ne sais pas si vous les arrivez à voir. Oui, il y a partout à peu près. Vous les voyez? Oui, oui. Et en fait, on les appelle des macles. Et ça vient de mot en anglais qui s'appelle twin. Et c'est juste des cristaux qui sont un peu, qui ont une symétrie très forte. Et la plupart des matériaux, elles sont cassées dans ces endroits-là. Et, et disons que c'est pas. Les macles, elles sont un peu. Elles apparaissent aussi en fonction de la composition chimique de chaque acier et aussi le traitement thermique qu'on fait. Par exemple, ce cas-là, c'est les aciers austénitiques, ils maclent beaucoup. On dit que c'est des macles qui sont thermiquement activés. Ça veut dire que quand on les chauffe, et les grains ils commencent à grossir, à grossir, à grossir, et il y a un macle qui apparaît parce que c'est juste un type de joint qui est énergétiquement plus faible. Et c'est ceux qui cherchent le grain juste à diminuer son énergie. Et c'est ça, ouais. Donc, plus c'est solide, moins il y a de Mais, traits blancs, c'est ça que vous dites ou j'ai pas compris? oui, en fait, c'est juste les macles. En fait, c'est il y a deux choses. Les macles, ils ont une importance à la rupture. Par exemple, là, on peut avoir des propagations de fissures, mais quand on a des grains qui sont petits, on a des matériaux qui sont plus durs. Et si on a des grains qui sont très grands, et on a des matériaux qui sont plus ductiles. Et ça, il y a une propriété que j'ai montrée, que bon, j'ai pas dit grand-chose là-dessus. C'est la propriété Alpech. Et c'est le graphique que je montre à gauche, à droite, pardon. Et celle-là, elle lie une propriété mécanique
à la traction en fonction de la taille des grains. Et disons que c'est pour ça aussi, bon, c'est ça le lien entre la microstructure et les propriétés de matériaux. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Brian.